Alors maintenant, nous allons passer à Caroline Mamillon. Donc Caroline Mamillon est doctorante. Elle est donc attachée temporaire d'enseignement à la recherche en droit public. Elle est membre du Crédit et Caroline travaille beaucoup sur les questions des collectivités locales. Elle a même écrit un ouvrage qui s'intitule La métropole dans le nouveau droit de l'intercommunalité. Et aujourd'hui, Caroline va nous parler de ce thème, donc vers une réécriture de la théorie de la séparation des pouvoirs avec la crise des Gilets jaunes. Alors Caroline, voyons voir si tu peux faire aussi bien que Monsieur Calix. On y va, on lance le défi. On va essayer. Alors, donc, bonjour à tous. Alors, en effet, je m'attaque à un gros dossier puisque la théorie de la séparation des pouvoirs existe depuis plusieurs siècles. Et donc, dans le terme réécriture, il ne faut pas y voir une volonté d'aller à l'encontre de ce qui a déjà été fait par les auteurs de la doctrine, notamment publicistes en la matière, mais seulement d'envisager de repenser cette théorie, surtout depuis la crise des Gilets jaunes, depuis le mois d'octobre 2018, qui a initié quand même qui n'a pas initié une crise démocratique, mais qui a quand même permis de mettre en avant une crise sous-jacente et de la faire exploser de toutes les façons au grand jour. Et donc, dans cette crise démocratique qu'on identifie, on peut surtout constater dans le mouvement des Gilets jaunes des revendications et surtout une problématique qui revient à chaque fois, c'est celle de la représentation par les élus, donc une véritable crise de la représentation, puisque les Gilets jaunes s'aperçoivent de plus en plus que les élus, alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais la plupart des élus sont souvent éloignés de la réalité financière, sociale de la classe populaire. Et donc, c'est en partie une des raisons qui va aussi nourrir ces manifestations des Gilets jaunes. Alors, il ne faut pas oublier quand même que... Pardon. Ah pardon, j'ai... Donc, je vais essayer de faire son diaporama, c'est pas grave. Donc, la crise des Gilets jaunes n'est pas la seule contestation qui est en cours actuellement. Il y a également la crise des Gilets verts pour toutes les problématiques en matière environnementale que peut poser l'utilisation du gazole, les gyros bleus, les foulards rouges, etc. Donc, toutes ces manifestations qui sont en cours et qui se produisent en même temps font encore plus remarquer le poids de la crise démocratique qui nous concerne. Et cette crise démocratique, je m'interroge donc dessus depuis l'apparition justement des Gilets jaunes et de leur contestation. Est-ce que cette crise de la démocratie que l'on connaît en France n'est pas justement un cycle de crise démocratique, puisque M. Détouche en parlait tout à l'heure, ce n'est pas la première fois, et M. Calixte en parlait à l'instant, ce n'est pas la première fois que des mouvements de manifestation de même nature, entre guillemets, apparaissent en France. Et on peut s'interroger sur cette redondance des manifestations et surtout des revendications qui sont toujours, ou bien pas toujours les mêmes, mais qui sont très ressemblantes et qui reviennent à chaque fois et pour pouvoir justifier le mouvement ou les mouvements. Et cette crise démocratique, elle est intéressante dans le sens où la séparation des pouvoirs, qui est une théorie qui date du XVIIIe siècle, et qui a été initiée par Locke puis approfondie par Montesquieu. Cette théorie de la séparation des pouvoirs signifie que le pouvoir législatif exercé par les députés, les sénateurs, le pouvoir judiciaire exercé par les juges et le pouvoir exécutif exercé par le chef de l'État et les membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, les fonctions qu'ils exercent doivent être absolument séparées pour garantir un équilibre des institutions, un équilibre dans l'exercice des fonctions qu'ils exercent. Et ces fonctions, en étant séparées, garantissent donc un équilibre, une garantie
de la démocratie. Et cette démocratie, si elle est en crise à l'heure actuelle, c'est que quelque part, il y a également une crise de cette séparation des pouvoirs. Alors, il y a de nombreux auteurs qui expliquent que la séparation des pouvoirs, qu'elle a été mise en place à partir de la théorie de Montesquieu, donc, lorsqu'elle a été mise en place à partir de la doctrine dégagée par Montesquieu, n'a pas été mise en place pour pouvoir maintenir un équilibre. D'ailleurs, c'est une doctrine qui a initié cette théorie de la séparation des pouvoirs et non pas quelque chose de palpable. Et donc, quand on s'interroge donc sur cette crise subie par la démocratie en France, il faut s'imaginer que la théorie de la séparation des pouvoirs, lorsqu'elle a été établie au XVIIIe siècle, s'est adaptée à la situation politique, au contexte démocratique de l'époque, et qu'au fil du temps, il a fallu adapter cette théorie de la séparation des pouvoirs à l'évolution de la société, à l'évolution des mœurs, de la même manière que la notion d'intérêt général a dû s'adapter également pour l'évolution de la notion de service public, etc. Donc, dans le même sens, je m'interroge sur ce lien de causalité qui pourrait y avoir entre la crise démocratique qui a été mise en avant par les Gilets jaunes et cette théorie de la séparation des pouvoirs, et se demander si cette théorie ne pourrait pas être réécrite, entre guillemets, repensée, pour pouvoir maintenir un équilibre entre ces pouvoirs qui semblent être déséquilibrés à l'heure actuelle, sinon on ne parlerait pas de crise. Alors, pourquoi repenser cette théorie de la séparation des pouvoirs? C'est parce que cette théorie n'intègre pas le pouvoir démocratique, à mon sens. Dans la Constitution de 1958, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a intégré l'article 61-1 de la Constitution qui permet donc à un justiciable devant une juridiction de poser une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel du moment qu'une disposition qui garantit des droits et des libertés fondamentales, donc garanties par le texte de la norme suprême, porte atteinte justement au justiciable devant l'instance qui l'a saisi. Et mis à part donc cette disposition qui permet aux citoyens d'agir directement, mais qui reste quand même une voie d'action, mais qui est d'exception, on a donc le référendum qui permet donc, qui est un mécanisme de démocratie participative, mais qui est quand même de l'initiative du chef de l'État. Le droit de pétition qui est de l'initiative en principe du citoyen, mais qui n'a pas d'aboutissement, puisque toutes les pétitions qui ont été initiées n'ont pas eu justement d'achèvement devant les assemblées parlementaires. Donc, quand on s'aperçoit justement des mécanismes qui ont été mis en place dans les textes constitutionnels, le pouvoir démocratique y figure, mais de manière toujours indirecte et de manière toujours inefficace, notamment lorsqu'on fait référence au droit de pétition. Et l'objet ici de ma réflexion, c'est de dire, justement, le citoyen, et notamment on le voit avec les Gilets jaunes, ils ont de plus en plus besoin, ces citoyens, de participer activement à l'action publique, donc aux normes qui vont leur être appliquées, puisqu'il y a un grand manque de transparence, notamment sur certaines normes qui sont adoptées à l'Assemblée nationale. Et ce manque de transparence conduit à l'incompréhension de certaines normes appliquées donc aux citoyens, notamment les cadeaux entre guillemets faits aux grandes entreprises. Donc il faudrait peut-être plus d'explications des pouvoirs publics sur de telles mesures. Et surtout inclure directement le citoyen, alors pas dans le cadre d'une démocratie directe comme le préconisait Montesquieu dans son ouvrage du contrat social, mais davantage de démocratie participative comme le préconise Dominique Rousseau dans ses écrits. Et donc inclure davantage dans le processus d'élaboration des normes le citoyen, pas forcément en ayant un pouvoir
de trancher l'adoption des normes, mais de participer en tout cas à l'élaboration de ces normes. C'est ce que d'ailleurs expliquait dans un article Pamela, que je cite puisqu'elle est présente. Elle a écrit un article sur l'élaboration de la loi biodiversité et où justement cette loi a bénéficié de l'expertise de professionnels, d'experts, mais également des citoyens qui ont participé justement à la préparation de ce projet de loi et qui donc a eu un aboutissement. Alors, il faut également s'apercevoir que le pouvoir citoyen, le pouvoir populaire a quand même un impact dans la séparation des pouvoirs tel que je souhaite la décrire à l'instant. C'est que on apprend de toute manière aux étudiants de première année qu'en France, il y a une séparation souple des pouvoirs. Et donc, cela implique qu'il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs dans cette structure qui sont destinés à équilibrer justement l'exercice des fonctions. Et on s'aperçoit d'ailleurs que la... Merci, excuse-moi, je n'ai pas réussi mon défi. Ah, c'est bon, je suis dedans. Alors, donc, merci beaucoup. Et donc, on s'aperçoit que la fonction citoyenne, donc le pouvoir populaire, a des pouvoirs contre le pouvoir exécutif et on a une illustration très récente avec justement le recul qui a été opéré par Édouard Philippe, donc le gouvernement dans son ensemble, sur les mesures qui étaient prévues en matière de taxes des carburants ou de hausse des taxes en matière d'électricité et de gaz. Et dans le même sens, une influence aussi du pouvoir citoyen sur le pouvoir parlementaire. Donc, il y a eu l'adoption carrément d'une loi qui prenait des mesures d'urgence pour pouvoir satisfaire à quelques-unes des revendications des Gilets jaunes. Et surtout, ce qui est frappant, c'est la mise en place. Alors, bien entendu, qu'on peut discuter de la pertinence de la mise en place de ces grands débats, mais il y a quand même eu la mise en place du grand débat national. Alors, la critique que je pourrais faire sur ce grand débat national, c'est qu'il a été mis en place du 15 janvier au 15 mars 2019, mais pourquoi ne pas l'instaurer de manière définitive? Cela permettrait tout simplement aux citoyens, dès lors qu'il y a des revendications dans certains secteurs, de pouvoir faire des propositions, tout comme dans le cadre du grand débat, et de participer de manière active à l'élaboration des normes qui leur seront appliquées suite à l'adoption de ces normes. Il y a également le pouvoir de l'Union européenne. L'Union européenne, pourquoi? Parce qu'on est contraint par les traités qui sont adoptés à l'échelle de l'Union européenne et surtout le chef de l'État est contraint par ces normes européennes lorsqu'il doit mener sa politique au niveau national. Donc, dès lors qu'un traité a été ratifié à l'échelle de l'Union européenne, il s'applique de toutes les façons au territoire français et il s'applique de facto en Guadeloupe également. Donc, tout à l'heure, il y avait des questions sur la présentation du professeur Alain Morin tout à l'heure sur la fixation des prix. Mais pour pouvoir rénover cette fixation des prix, il faut tenir compte non seulement du droit national, mais il faut également tenir compte de l'échelle européenne. Cette échelle, à l'échelle de l'Union européenne, il y a des normes qu'il faut obligatoirement respecter et qui s'opposent justement au droit applicable en France. Alors, cette vague des Gilets jaunes s'est étendue également à l'ensemble de l'Union européenne, puisque vraisemblablement les citoyens européens dans leur ensemble, en tout cas c'est ce que montre cette carte que je vous ai jointe au diaporama, apparemment, cette crise démocratique n'est pas spécifique du territoire français puisque des citoyens d'autres États européens se sentent aussi incompris par leur politique. Donc, il y a là une question fondamentale. Est-ce que justement les crises démocratiques qui se manifestent sur les territoires européens sont liées justement à cette confédération qui est l'Union européenne et surtout aux droits qui s'appliquent aux différents États de l'Union européenne et qui va justement influencer le droit de chaque État membre?
Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que les Gilets jaunes réfutent et sont pour le Frexit, donc pour la sortie pour la plupart de la France de l'Union européenne, puisqu'ils estiment justement que le pouvoir exécutif, législatif, voire judiciaire est contraint par l'échelle de l'UE et donc que le pouvoir exécutif ne peut pas agir dans le sens de leurs revendications tant que de toutes les façons il fera partie de l'Union européenne. Donc pour terminer, donc j'espère que je suis encore dans les temps, pour terminer donc je prône ici dans cette présentation une théorie de la séparation des pouvoirs qui serait repensée puisque c'est une théorie qui est évolutive et qui doit s'adapter justement à la volonté de la société. Les citoyens à l'heure actuelle ressentent le besoin de participer directement à l'élaboration de leurs normes, donc il faut penser une nouvelle théorie de la séparation des pouvoirs pour mettre en place une nouvelle démocratie, tout simplement une démocratie qui se fera en prenant en compte notamment ce qui n'a pas été fait en 1789, mais qui prendra en compte le pouvoir constituant, puisque le pouvoir constituant détenu bien entendu par le Conseil constitutionnel, a des influences sur le pouvoir législatif et sur le pouvoir exécutif. Et c'est là même la définition des checks and balances défendue par Locke. Et c'est aussi le cas pour le pouvoir européen représenté par l'Union européenne qui influence de toutes les façons tous les pouvoirs exercés à l'échelle de l'État français. Et donc il faut arriver pour sortir de la crise, à mon avis, à trouver un équilibre entre le pouvoir constituant, les pouvoirs tels que dégagés par Montesquieu, exécutif, législatif et judiciaire, mais également le pouvoir européen, et trouver un équilibre entre ces 5 pouvoirs qui puissent justement garantir cette nouvelle démocratie dont je parle. Donc je vous remercie, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps, j'avais quand même ce défi de le respecter.